Bonjour et bienvenue à tous nos spectateurs sur X Nouvelles AI. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des avis sur cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. Nous nous engageons à répondre à tous vos commentaires. Bonjour à tous, comment ça va? Il se passe beaucoup de choses à Gaza en ce moment. Je sais que cela fait 11 mois que l'on parle des mêmes nouvelles, mais vous devez comprendre à quel point cette situation est critique. La guerre de Gaza continue d'évoluer avec de nouveaux développements chaque jour. Aujourd'hui, 6 prisonniers israéliens ont été tués lors d'une opération spéciale de l'armée israélienne pour les sauver. Cet événement a ouvert les portes de l'enfer pour Netanyahou. Les gens partout se demandent pourquoi l'Iran n'a-t-il pas encore réagi? Vous voyez, des gens comme moi s'attendaient à ce que l'Iran réponde immédiatement. Cela fait maintenant 1 mois et demi, et l'Iran n'a toujours pas réagi. Ce qui rend les choses encore plus troubles, c'est la faible réponse du Hezbollah. Maintenant, la grande question est, l'Iran répondra-t-il comme l'a fait le Hezbollah, ou prendra-t-il des mesures décisives contre Israël? Ou peut-être que l'Iran ne répondra pas du tout. J'ai ici quelques articles expliquant la réaction de l'Iran ou son absence. La question principale demeure, où est l'Iran dans tout cela? Ces articles se penchent également sur la guerre de Gaza, le rôle de l'Iran et l'état général de la région, qui semble englouti dans le chaos. Il est important que vous sachiez tout cela afin de pouvoir comprendre ce qui se passe et où les choses vont. Discussions animées au sein du cabinet israélien. Selon un site appelé Axios, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant aurait crié sur Netanyahou lors d'une réunion, l'exhortant à finaliser l'accord. Netanyahou a refusé, et les 2 hommes se sont mis à crier. Les médias israéliens ont décrit la réunion du cabinet comme une confrontation enflammée entre les 2 dirigeants. Gallant a accusé Netanyahou d'imposer des plans militaires irréalistes et a déclaré avec sarcasme que le Premier ministre pouvait faire ce qu'il voulait, même si cela signifiait tuer les otages. La situation a dégénéré au point qu'ils ont dû organiser un vote pour savoir s'il fallait ou non se retirer du corridor. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui se passe, mais cela montre à quel point les choses sont intenses. La région semble être au bord de l'explosion, passant d'une guerre à l'autre sans aucun signe de paix. Voilà donc ce qui s'est passé. Gallant a été le seul à voter contre le maintien dans le corridor de Philadelphie, tandis que le reste du gouvernement a approuvé le maintien dans le corridor. Cet incident est extrêmement grave et les choses étaient en quelque sorte réglées jusqu'à ce matin, lorsque la nouvelle a éclaté. Je vais vous raconter l'histoire en me basant sur des rapports de Yediot Aharonot, Haaretz et The Times of Israel. L'opinion publique israélienne entend depuis un certain temps qu'il y a des otages à Rafah et que l'armée mène des opérations de sauvetage. Au cours des 10 derniers jours, ils ont récupéré 4 corps. Il y a quelques jours, ils ont secouru un homme âgé qui avait parlé avec Netanyahou, et Netanyahou semblait vraiment content. L'homme était un garde de sécurité. Mais ce matin, Israël a reçu des informations selon lesquelles il y avait des otages dans une zone spécifique de Rafah. Ils ne savaient pas où exactement, mais ils étaient sûrs que des otages étaient détenus quelque part à Rafah. Ils ont intensifié leurs opérations et ont finalement localisé un tunnel dans un certain quartier. Encore une fois, je ne connais pas l'endroit exact, mais ils ont identifié un tunnel où des otages étaient censés être détenus. Ils ont renforcé leurs opérations et ont en gros encerclé la zone pour attaquer le tunnel. Lorsque les forces israéliennes sont entrées, elles ont trouvé les otages, 6 d'entre eux, tous morts. Ils avaient été abattus de balles dans la tête. L'équipe médico-légale a confirmé plus tard que les otages avaient été tués 1 jour avant que les forces israéliennes n'attaquent le tunnel. Vous entendrez beaucoup parler de 1 jour aujourd'hui. Certains prétendent que c'était quelques heures avant le raid, mais le Times of Israel a rapporté que c'était une journée entière plus tôt. Selon certaines informations, le Hamas serait. Les membres qui surveillaient les otages ont réalisé que l'armée israélienne se rapprochait et ont décidé de les exécuter. 6 personnes ont été tuées. Les forces israéliennes ont-elles trouvé des membres du Hamas parmi les otages? Non.
elles n'ont trouvé que les otages. L'armée israélienne a publié un communiqué ce matin affirmant avoir récupéré 6 corps et confirmé qu'ils avaient été tués la veille du raid. Elle a présenté cela comme un succès partiel, soulignant que le Hamas n'a plus que 101 otages, contre 150 au départ. Au début, le gouvernement israélien était quelque peu satisfait des opérations de l'armée, mais ensuite, 2 développements majeurs se sont produits. Tout d'abord, il est devenu clair que le Hamas a exécuté les otages en réponse au raid imminent. Ensuite, l'un des 6 otages s'est avéré être Hersh Goldberg-Paulin, un citoyen américain de 23 ans, avec la double nationalité, qui avait été pris en otage au festival de musique Supernova. Hersh était une sorte de symbole, jeune, participant à un festival de musique et kidnappé par le Hamas. Ses parents ont fait pression sans relâche sur les responsables américains pour obtenir sa libération. Il était en fait prévu qu'il soit libéré dans le cadre du prochain accord sur les otages que le gouvernement de Netanyahou a du mal à finaliser. Cette révélation a provoqué un tollé massif en Israël. Netanyahou est sorti et a juré de se venger en déclarant « Nous ne laisserons pas passer cela. Le sang des responsables ne sera pas épargné. Nous les traquerons. » Pendant ce temps, le président Biden a exprimé sa colère, affirmant que le Hamas paierait pour ses actes. Mais regardons les choses en face. Au cours des 2 dernières semaines, Israël s'est principalement occupé de récupérer des corps et non de sauver des otages vivants. Cela montre l'échec de l'approche de Netanyahou et, franchement, la faiblesse de la politique américaine dans la gestion de la situation. Biden peut parler d'être en colère, mais il n'est pas capable de maîtriser Netanyahou ou de mettre fin à cette guerre. En fait, la politique intransigeante de Netanyahou nuit également à l'Amérique. Maintenant même des otages américains sont tués. Cette situation met en évidence l'échec de la politique américaine de soutien à Netanyahou et le désordre qu'elle a créé. Alors, regardez ça. Joe Biden a déclaré que les membres du Hamas étaient responsables, et même Kamala Harris a ajouté que la guerre devait cesser et qu'un cessez-le-feu était essentiel pour le retour des otages et tout ça. Cela montre simplement à quel point la politique américaine de soutien à Israël dans la poursuite de cette guerre a complètement échoué. Il est clair maintenant que Biden et Harris vont subir les conséquences de la mort de ces 6 otages. N'oubliez pas que sur les 6, 3 étaient des femmes et 3 des hommes. C'est grave. Netanyahou s'oppose ouvertement aux Américains. Ouvertement. Toute la campagne médiatique américaine sur ces otages détenus par le Hamas a tout simplement disparu. Et ne me dites pas « Oh, le Hamas les a tués ». Non, c'était un simple accord à conclure, échange contre les otages, arrêt de la guerre. Mais Netanyahou, il ne veut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter. Et il est clair que tout son gouvernement est rempli de criminels parce qu'il pousse à poursuivre la guerre. Le média israélien Maariv a rapporté que Netanyahou a déclaré que le retrait du corridor de Philadelphie entraînerait une pression massive pour le réoccuper plus tard. Il a déclaré que le retrait poserait un grand point d'interrogation sur la capacité d'Israël à récupérer la zone à l'avenir. Maintenant, lorsque toutes ces nouvelles ont éclaté, le public israélien ne prêtait pas attention à Netanyahou ou à Joe Biden ou à qui que ce soit d'autre. Il était concentré sur la déclaration de l'armée israélienne. L'armée a déclaré que le Hamas avait tué les otages, un jour avant que ses forces n'attaquent le tunnel. Et aujourd'hui, Yair Lapid, le chef de l'opposition et ancien Premier ministre, appelle à une grève générale. Certains magasins et cinémas ont déjà fermé. Même le ministre israélien de la Défense dit maintenant qu'il faut un accord pour libérer les otages immédiatement. Et pour Israël à l'heure actuelle, il n'y a aucune bonne raison de refuser un tel accord. Netanyahou lui-même a déclaré qu'il retournerait à la guerre après avoir récupéré les otages. Le Hamas a même accepté. Mais Netanyahou persiste à vouloir faire valoir ses conditions pour le corridor de Philadelphie. Les manifestations se multiplient donc partout en Israël. Netanyahou a laissé ses otages se faire tuer. Autre point à noter, au cours des dernières 24 heures, 11 Israéliens ont été tués. Et devinez quoi? Les médias ne s'intéressent pas vraiment à cela.
11 morts en une journée. Parmi eux, 3 soldats. Ce matin, des militants ont tiré sur eux à environ 1 kilomètre de distance, près du point de contrôle de Tarkoumia à Hébron. Selon la radio israélienne, les assaillants ont tiré 11 balles sur la voiture ciblée près du point de contrôle. Un autre soldat israélien a été tué à Gaza. Ce qui nous amène à la situation générale, les pertes quotidiennes d'Israël augmentent à nouveau, même si la guerre à Gaza était censée être terminée. L'armée israélienne prétend que ses opérations à Gaza sont terminées, mais elle subit toujours de lourdes pertes. Voilà le problème. Au début de la guerre de Gaza, Israël était calculé. Maintenant, il perd son avantage. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le Times of Israel a rapporté aujourd'hui que pendant l'opération du déluge d'Al-Aqsa, 6 000 Palestiniens ont participé à l'opération, dont 3 800 étaient des membres des forces d'élite du Hamas, et le reste était composé d'autres Palestiniens qui ont rejoint les combats lorsqu'ils ont vu la frontière israélienne franchie. Environ 1000 autres ont lancé des roquettes depuis Gaza. Au début, Israël n'a répondu qu'à Gaza, pas à la Cisjordanie. Mais aujourd'hui, la Cisjordanie n'est plus un front secondaire, elle est unifiée avec Gaza. Israël y commet des massacres, coupe l'eau et l'électricité dans des endroits comme le camp de réfugiés de Jénine. Ce camp fait moins d'un demi-kilomètre carré, mais abrite 16 000 personnes. Ce ne sont donc pas seulement les familles des otages qui sont furieuses contre Netanyahou, le public israélien ne se sent pas en sécurité après 11 mois de combat. Des vidéos circulent, montrant des chars israéliens détruits, des gens qui passent en voiture et les comptent. Israël a payé un lourd tribut au cours de ces 11 mois, mais au lieu de résoudre quoi que ce soit, le conflit s'intensifie. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir expliqué clairement la situation. Voyons comment se dérouleront les frappes en Israël. Israël va-t-il fermer complètement ses portes ou tout recommencera-t-il comme d'habitude? L'opinion publique israélienne répondra-t-elle aux appels à la désobéissance civile contre Netanyahou, ou cela s'éteindra-t-il? Gardez à l'esprit que depuis 11 mois, les familles des otages réclament ces frappes, mais n'ont pas pu les faire. Cela peut arriver. Voyons comment les choses évoluent à partir de maintenant.